Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va pouvoir démarrer tranquillement. Aujourd'hui, on vous accueille pour un petit webinaire avec François sur le calcul GPU, les points forts, les points faibles et surtout les points clés à prendre en compte pour le calcul GPU, ce qui va être important à considérer dans le cadre de ces calculs-là. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent de notamment pas mal de choses qu'on voit sur les webinaires d'update ou sur certains webinaires qu'on a pu faire éventuellement avec nos collègues européens. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus proche de l'ordinateur, un peu plus proche de quelles sont les propriétés d'une GPU et qu'est-ce qui va être important, tout en essayant de rester le plus multiphysique possible. Dans l'assemblée, vous êtes pas mal à être de différentes physiques, qui êtes présents, qui êtes intéressés par le GPU et ses fonctionnalités et ses apports. Et donc, on va essayer de rester assez généraliste, d'expliquer un petit peu les points clés, les choses à faire attention selon les logiciels et les méthodes numériques. Et on essaiera, a posteriori, de faire quelques benchmarks supplémentaires à rajouter sur des petites vidéos un peu plus courtes qu'on pourra vous envoyer. Donc, ce webinaire est enregistré. On va avoir un enregistrement tout au long du webinaire et vous recevrez la vidéo, éventuellement l'accès au PowerPoint qui sera disponible. Et donc, du coup, vous aurez tout ça à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au gré de la présentation. On essaiera de faire une session questions-réponses à la fin, donc en lisant vos questions. N'hésitez pas à les écrire pendant la présentation. On ne va pas y répondre tout de suite, mais au moins ça permet de ne pas les oublier. Si on attend la fin, on risque d'oublier ce qu'on voulait dire. Donc, hop, je vais repasser ici. Hop. Donc, aujourd'hui, pour vous présenter ces problématiques, il y a François qui est ici et moi-même. Donc, on va pouvoir vous présenter un petit peu des choses sur le GPU. Alors, moi, je suis ingénieur d'application chez CADFEM depuis bientôt 4 ans maintenant. Donc, je m'occupe de tout ce qui est CFD. Mon métier principal, c'est la mécanique des fluides. Et je m'occupe aussi un petit peu de l'optique, tout ce qui va être SPEOS, un petit peu de Zemax. Donc, voilà. Donc, je m'occupe de différentes physiques et notamment de pas mal de benchmarks sur le hardware, sur des questions notamment du GPU qui sont arrivées assez vite chez Fluent dans la gamme CFD, mais qui maintenant concernent un peu tous les outils et qui vont être intéressants et qu'on va aborder aujourd'hui. Et je suis accompagné de François. Bonjour, donc François Sertour, je suis un des fondateurs de la société Frasys, qui fabrique, mais on va y revenir rapidement, des machines HPC, donc à haute performance pour des calculs, de la simulation, tous les sujets qui peuvent vous intéresser, et on va parler évidemment de matériel, puisque c'est mon cœur de métier. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va fonctionner en cinq temps. Donc, une première qui va être la petite présentation de CADFEM et Frasys, hein, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, histoire de nous situer, de savoir ce qu'on peut proposer, ce qu'on sait faire. Ensuite, François va vous expliquer un peu en quoi consiste une GPU, qu'est-ce qu'une GPU, comment ça marche, comment on l'intègre dans un ordinateur. Derrière, je vais vous parler un petit peu de méthode numérique. Alors, ceux qui avaient suivi le webinaire qu'on avait fait avec François sur le hardware, justement, ça va reprendre un peu quelques bases de ce webinaire-là pour bien situer quels sont les logiciels les plus scalables et les moins scalables et quelle va être du coup leur appétence à passer sur carte graphique. Derrière, on va parler du GPU et comment il fonctionne sur les logiciels et quelles sont les contraintes des logiciels qui font que le GPU ne marche pas forcément toujours comme on le souhaite. Moi, j'aime bien avoir ce discours aussi un peu mesuré dans le sens où les éditeurs ont souvent insisté sur les performances extraordinaires du GPU. C'est vrai que des fois, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que des fois, on est déçu. Et le but, c'est que vous soyez le plus à même de choisir pour vous, que vous soyez le plus à même de quantifier est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, est-ce que c'est un investissement important pour moi ou pas. Et on finira par des questions de licence, notamment de licensing, qui est un petit peu complexe. On essaiera de l'expliquer pour les différents logiciels pour que vous ayez les billes, et notamment les conclusions et recommandations selon les outils sur la GPU la plus appropriée. Donc, une petite présentation de CADFEM et Frasys. CADFEM, on va aller assez vite. Donc maintenant, CADFEM, on est une entité européenne fusionnée. Donc, on est le distributeur principal des solutions ANSYS depuis les années 80. Donc, on fait tout ce qui est distribution de logiciels et tout ce qui va avec. Donc, support technique. Souvent, ceux qui font de la CFD, vous devez échanger avec moi sur les parties support. On a aussi les formations, avec des formations en optique, en optimisation pour l'année prochaine, en CFD, en mécanique, essentiellement, aussi du discovery. Donc, on a tout un catalogue de formations. N'hésitez pas à aller voir sur notre site si vous voulez des informations complémentaires.
Et on fait de l'accompagnement technique sur projet. Donc, si vous avez des projets sur lesquels vous avez besoin d'un peu d'assistance en termes techniques, donc sur du suivi projet, sur des recommandations, il ne faut pas hésiter à nous faire signe, on peut vous proposer des choses. Hop, je te passe la main. Allez, merci. Ah bah, déjà, hop. Donc Fracis, c'est une société qui existe depuis 2012. On vend nos matériels partout en Europe, un peu au-delà des frontières européennes aujourd'hui, à travers un circuit direct et indirect. Donc dans les grands partenaires, vous allez retrouver des Inmac, des Bechle et plein d'autres sociétés spécialistes de l'intégration de diverses solutions éditeurs. On est donc une marque française, puisque c'est à la fois le nom de la société et le nom de la marque. Et on fabrique des matériels qui ont pour vocation tous de diminuer les temps de traitement sur les sujets où les temps ne sont pas instantanés. Donc on va retrouver de la CAO, de la FAO, de la simulation, du calcul, du scan 3D, de l'IA, de la réalité virtuelle, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, si un jour vous avez un sujet de performance, eh bien on est là pour essayer d'y répondre différemment des concurrents internationaux que vous pouvez connaître. Comment on arrive à ça? Eh bien, parce qu'on travaille beaucoup sur à la fois des composants qui ont des performances plus intéressantes que ce qu'on peut trouver en standard. On va chercher des composants avec des objectifs d'amélioration de repousser des goulots d'étranglement identifiés sur des sujets de traitement. On développe nos propres BIOS, on modifie donc le fonctionnement de la machine au global, on optimise ce fonctionnement et on rend tout ça possible en vérifiant et en contrôlant l'ensemble des paramètres qui peuvent engendrer des baisses de performance, notamment des problématiques de dissipation de chaleur, d'augmentation de température, ce qu'on appelle du throttle down, c'est-à-dire de la protection de l'électronique liée à des à-coups de température. Donc on gère tout ça, on a développé des systèmes particuliers pour refroidir la mémoire, les MOSFET d'alimentation et j'en passe et des meilleurs. Voilà, tous nos matériels sont garantis entre 3 et 5 ans et on améliore donc très significativement l'ensemble de ces performances. On vend nos matériels, on les loue, en courte, en longue durée, on propose du cloud, on fait du multi-GPU, on fait du multi-CPU, on le fait en format rack, en format tour, enfin voilà, on est assez divers et on est capable de faire des conceptions et des solutions adaptées à des problématiques qu'on ne connaît pas encore à travers des POC et des maquettes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez dans la présentation quelques témoignages de clients qui relatent ce que je viens de vous expliquer. Vous aurez l'occasion éventuellement de regarder ça plus calmement si vous reprenez la vidéo. Non, c'est toujours moi, pardon. Alors, pour revenir sur le sujet du GPU aujourd'hui, on avait fait un précédent webinaire dans lequel on avait parlé de la performance processeur, de son intérêt, de comment il était utilisé en simulation. Là, on va parler d'une partie de l'ordinateur qui est la carte graphique. Donc la carte graphique, que j'ai nommée en CG, vous allez retrouver ça dans les slides suivants. Souvent, on a une extrapolation de langage qui consiste à dire on parle de la carte graphique ou du GPU. On verra que le GPU, en fait, c'est comme le CPU, c'est-à-dire c'est le Graphic Processor Unit, donc c'est l'unité de calcul graphique. Et souvent, on a un abus de langage en disant on parle de GPU, et en fait, c'est l'ensemble de la carte. Alors, pour expliquer rapidement ce qu'est une carte graphique, eh bien, c'est l'analogie de la machine ordinateur que vous connaissez, dans laquelle, sur l'ordinateur, vous avez une carte mère. Cette carte mère, elle permet de gérer l'organisation des échanges électroniques entre un processeur qui va effectuer les calculs, de la mémoire qui va permettre de stocker et de traiter temporairement les blocs de données pour exécuter ces calculs. Et donc la carte mère, c'est l'ensemble de ce qui va permettre de gérer tout ça et l'alimentation pour pouvoir alimenter l'ensemble de ces composants. Et bien la partie carte graphique, c'est la même chose. Vous avez une carte qu'on appelle une carte PHY, qui est l'équivalent d'une carte mère dans l'ordinateur. Vous avez un processeur qui, là, au lieu de s'appeler CPU, s'appelle donc GPU. Et puis, vous avez de la mémoire qui, au lieu de s'appeler RAM, s'appelle VRAM. Voilà. Et le fonctionnement est strictement le même. Et donc, cette carte graphique, elle a pour vocation de décharger l'ordinateur des traitements qui peuvent être effectués par le GPU au lieu d'être effectués par le CPU. L'intérêt de ça, c'est que du coup, votre ordinateur, il va pouvoir travailler à d'autres sujets que les travaux GPU, et le GPU va travailler sur tous ces sujets-là, qui peuvent être des sujets spécialisés, et donc le GPU est capable d'effectuer des tâches de type calcul vectoriel, polygone et autres, et ce, indépendamment de l'ordinateur.
Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous le verrez sur un certain nombre de processeurs, vous avez la capacité à gérer du graphique, par exemple. Et donc ces CPU embarquent la capacité à traiter du graphique. Ça veut dire que si vous ne mettez pas de carte GPU, vous allez quand même avoir de la restitution d'affichage, mais qui est traitée par le CPU. Et ça va consommer des ressources à l'ordinateur. Si vous avez une carte GPU, du coup, on n'utilise plus la possibilité qu'ont certains processeurs de traiter le graphique, on le transfère intégralement au GPU, et ça permet au CPU de s'exprimer pleinement, et au GPU de travailler beaucoup plus efficacement, puisque le GPU est capable de traiter en parallèle les données, alors que le CPU les traite en séquentiel. Et donc, vous avez une capacité de traitement parallélisé sur un GPU qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir sur un CPU. Voilà. Et donc, cette carte, elle est connectée dans la machine à travers une interface. Donc, on va y revenir. Maintenant, pour bien comprendre l'intérêt d'une carte, il faut comprendre que toutes les cartes ne sont pas équivalentes, toutes les cartes graphiques. Et donc, elles sont catégorisées, pour faire simple, par 5 points essentiels qui vont vous permettre de déterminer quel est l'intérêt d'une carte par rapport à une autre, mais surtout par rapport à vos usages. Donc, le premier point, qui est peut-être le plus commun, c'est le point de la partie cœur de calcul. Donc, une carte graphique, elle est caractérisée par le nombre de cœurs de calcul dont elle dispose. Et il y a 3 types de cœurs aujourd'hui dans les cartes. On a des cœurs qu'on appelle CUDA, qui vont réaliser des calculs arithmétiques, d'accord? Alors, soit, dans une précision qui peut être déterminée, simple précision, double précision, qui vont pouvoir effectuer des rendus 3D, un certain nombre d'opérations. C'est en général le nombre de cœurs le plus important de la carte. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des cœurs tensors, qui, eux, servent à faire du calcul en précision mixte, d'accord? Ce sont des calculs qui vont servir essentiellement pour faire de l'IA. Voilà. Et ensuite, vous avez des ray tracing cores. Ces ray tracing cores servent à faire essentiellement des calculs de diffusion lumineuse. Donc, pour faire, par exemple, des rendus 3D réalistes, ce genre de choses, eh bien, ces cœurs sont privilégiés, sont très efficaces. Et donc, c'est pour ça que dans les cartes graphiques que vous allez considérer, vous allez regarder avec attention combien de cœurs vous disposez dans chacune des catégories en fonction de l'objectif qui est le vôtre. Deuxième élément important, c'est la fréquence de fonctionnement de ces cœurs. Évidemment, si vous avez 100 cœurs à une fréquence de 1 GHz, c'est pas la même chose que si vous avez 100 cœurs à une fréquence de 2 GHz. Vous avez une efficacité qui est logiquement le double, sous réserve qu'évidemment le refroidissement soit correct et donc qu'il n'y ait pas de problème d'électronique. Donc on regarde la fréquence de ces cœurs. Troisième élément, l'interface de connexion. Je l'ai dit, la carte graphique, elle est connectée sur la carte mère de l'ordinateur pour effectuer la décharge du processeur du CPU en laissant traiter donc ces calculs GPU par cette carte à travers une connectique qui est qu'on appelle PCI Express. Et donc, on a des PCI Express qui ont des bandes passantes et des fils de connexion qui sont variables dans une carte mère. Vous pouvez avoir des connectiques PCIe 3, 4, 5 aujourd'hui, c'est la catégorie de la bande passante du port PCI Express. Aujourd'hui, PCIe 5, c'est les derniers qui sont sortis. Et vous avez un nombre de lignes, ce qu'on appelle les PCI lanes. Je vais me pousser un peu pour ne pas masquer. Hop, c'est de l'autre côté. Non, c'est voilà, on va y arriver. Vous avez des PCI lanes, c'est-à-dire que le nombre de lignes est déterminé par à la fois ce qui est capable de fournir la carte mère sur le port considéré et par la capacité qu'a le processeur à délivrer un nombre de lignes PCI suffisant. Je m'explique. Si vous avez un port PCIe 5 en x16, donc 16 lignes, il faut que derrière, votre processeur ait suffisamment de PCI lignes pour allouer ces 16 lignes à l'adressage de la carte mère, de la carte graphique, je vais y arriver. Et donc, le fait que votre processeur ait plusieurs cartes graphiques éventuellement, qu'il ait un certain nombre de disques M2 connectés en NVMe, va consommer des lignes PCI. Et donc, il faut faire attention à ce que vous ayez la bonne adéquation entre ce qu'il est possible de gérer à travers la carte mère retenue, le type de carte graphique compatible PCIe 4, PCIe 5, et le fait que vous ayez le nombre de PCI lines nécessaire et suffisant pour que vous ayez la pleine bande passante.
J'ai repris dans le tableau là des explications rapides pour expliquer les écarts de bande passante que vous pouvez avoir en fonction du nombre de PCI et de la génération des PCI. Voilà. Donc on pourrait y revenir dans les questions-réponses si vous voulez par la suite. Et ce qui n'est pas forcément évident, c'est que vous avez des notions de bande passante données là-dessus qui sont dans des unités qui ne sont pas forcément faciles à interpréter et à comprendre. Donc je vous ai donné des explications sur les transparents, vous aurez l'occasion de vous y replonger et de poser les questions que vous voulez. Si par cas, de toute manière, les choses devaient être approfondies, que vous ayez des questions, ben, vous pouvez revenir vers nous à la fin du webinaire ou plus généralement en m'envoyant un mail ou en contactant Fracis. Voilà. Quatrième élément, donc on a parlé du nombre de cœurs, on a parlé de la fréquence des cœurs et on a parlé de l'interface de connexion de cette carte graphique sur la carte mère. La quantité de mémoire, c'est-à-dire la VRAM, c'est donc l'équivalent de la RAM sur la carte mère qui là est la RAM allouée en carte graphique. Évidemment, sa quantité a une importance puisqu'on le verra dans les calculs. Suivant le type de calcul et la manière que vous avez de les dérouler, vous aurez besoin de plus ou moins d'espace dans la partie mémoire allouée au GPU, donc au calcul graphique, pour exécuter cette parallélisation massive. Et donc, il est important de connaître la capacité mémoire de votre carte et de voir si elle est suffisante par rapport aux simulations que vous envisagez. Il faut savoir aussi que la mémoire des cartes graphiques est plus efficace et plus rapide que la mémoire de la machine. Aujourd'hui, on est sur de la mémoire en DDR5 dans les ordinateurs récents. Sur les cartes graphiques, aujourd'hui, dans les dernières qui sortent, on est en DDR7. Donc évidemment, on a une efficacité, bande passante, temps de latence qui est bien meilleure. Dernier élément à considérer dans l'analyse d'une carte graphique, c'est évidemment la fréquence de la mémoire. Je viens de l'aborder rapidement, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une quantité importante, mais il faut que la vitesse de traitement de la mémoire soit évidemment en relation avec l'efficacité maximum. Et donc, vous avez des données qui sont communiquées par les fabricants, qui sont toujours optimistes, hein, qui donnent des données théoriques. Évidemment, dans la pratique, c'est un petit peu différent, mais ça vous donne des ordres de grandeur et ça vous permet de comparer les cartes les unes par rapport aux autres. Voilà. Il est difficile d'avoir des informations précises sur les cartes, notamment pour savoir comment elles exécutent des calculs en simple précision, double précision. Voilà. Donc j'ai donné quelques indications là aussi dans les transparents, vous pourrez regarder, et y compris des informations qu'on peut retrouver sur l'internet ou en contactant directement les fabricants. Vous verrez que suivant aussi la manière que vous avez de faire du calcul en simple précision ou double précision, la simple précision, vous travaillez sur 16 bits, la double précision, vous travaillez sur 32 bits, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez consommer évidemment plus de mémoire et de ressources dans la machine, vous allez consommer plus d'énergie et vous allez avoir des temps de traitement qui vont s'allonger, évidemment. Et puis, il faut que le processeur GPU soit capable de traiter en simple et en double dans des proportions qui sont communiquées. Donc, je vous ai donné quelques indications d'efficacité de traitement, suivant que le calcul est fait en simple, en double précision, c'est la partie violette là, du petit graphique. Comment le GPU interagit avec les autres composants de l'ordinateur? Là, je vous ai expliqué comment il fonctionne, comment on le catégorise, comment on peut l'identifier et le comparer. Maintenant, comment est-ce qu'il va fonctionner dans l'ordinateur? Ce qui est important de comprendre, c'est que le GPU, donc, il est connecté par la carte PCI Express, par la connectique PCI Express de la carte mère, et en fait, il a un accès direct au processeur. C'est-à-dire que c'est le processeur qui va gérer les entrées-sorties, les échanges avec la carte graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité du processeur, l'efficacité de ce processeur, notamment l'efficacité essentiellement monocœur, puisque je vous ai dit c'est du séquentiel, cette efficacité-là, elle a une conséquence directe sur la pleine expression ou pas de votre carte graphique. Plus vous allez avoir un processeur efficace, et plus vous allez avoir une carte graphique qui va pleinement pouvoir s'exprimer. Moins il va être efficace, et bien plus vous allez avoir des échanges nécessaires entre la carte graphique pour récupérer des données dans le disque, pour échanger des informations avec l'utilisateur et autres, et évidemment, plus ça va pénaliser, puisque c'est le goulot d'entrée-sortie, d'accord, ce processeur. Les PCI Lane, je vous en ai parlé, donc les lignes PCI dont je vous parlais tout à l'heure, je vous ai donné un exemple là, sur un Core Ultra 5, donc c'est des processeurs toute dernière génération d'Intel. On voit que par exemple, sur ce processeur-là, cette référence, on a 24 voies PCI. Donc si vous avez un x16
en connectique de carte graphique. Ça veut dire que vous avez 16 moins 24, donc il vous reste 8 lignes PCI pour adresser autre chose, de l'accès M2, une connectique PCI Express complémentaire sur des cartes réseau, voilà. Donc évidemment, il va falloir tenir compte de ça quand vous allez concevoir et choisir la machine, parce que si vous lui mettez un nombre de PCI line qui est insuffisant, la bande passante d'accès à votre carte graphique, évidemment, va être restreinte, et donc ne va pas correspondre à ce qui est éventuellement disponible sur la carte mère, qui est peut-être en x16, mais finalement, vous n'avez plus que 8 lignes, évidemment, vous allez avoir du coup une bande passante qui a diminué de moitié. Voilà. Et donc, il faut tenir compte de ça, évidemment, dans le dimensionnement et la conception de la machine avec la carte graphique ou les cartes graphiques qui seront embarquées. C'est souvent le cas, on le voit sur du multi-GPU, on voit des machines aujourd'hui qui sont vendues dans lesquelles on voit que le nombre et la connectique du coup des cartes graphiques n'est pas en pleine bande passante. Voilà. Ça me rappelle la problématique qu'on avait mis en évidence sur le hardware, sur les canaux mémoire. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si vous ne faites pas attention, on peut très bien vous faire monter une machine en vous disant que vous avez N cœurs, mais si vous n'avez pas les canaux mémoire pour débiter l'information. Donc vous créez un goulot d'étranglement derrière, et du coup, on n'arrive pas à fonctionner. Voilà, et vous vous retrouvez avec une machine qui, sur le papier, devrait être extrêmement performante, et puis quand vous avez les temps de calcul, vous trouvez que les résultats sont pas, enfin la rapidité de traitement est crapoteuse, et ça tient au fait que vous avez quelque part quelque chose qui bride l'ensemble, et ça peut être, oui, les canaux mémoire qui ne sont pas respectés, ou ça peut être le nombre de lignes PCI qui n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être pour avoir la pleine bande passante, ou que ce n'est pas connecté sur le bon port PCIe. Pour info, c'est un dernier point, mais c'est important de bien le garder en tête, il y a un grand nombre de logiciels, notamment sur la partie CAO, qui ne savent pas utiliser le GPU pour faire du calcul. Alors pour tout un tas de raisons qui ne tiennent pas forcément à l'éditeur, mais ça veut dire qu'on met une grosse carte graphique pour faire un certain nombre d'opérations en se disant c'est bien, ça va décharger mon CPU, je vais pouvoir être plus efficace, mais en fait, le logiciel ne sait pas utiliser le GPU pour faire ses calculs, et donc il les travaille en CPU. Et donc, vous avez payé une grosse carte pour faire des choses qui ne sont pas traitées par la carte en question, et la carte ne va, entre guillemets, faire que la restitution d'affichage. Et donc, éventuellement, là où ça sera intéressant, c'est pour faire des zooms 3D, des rotations de gros ensembles avec beaucoup d'informations affichées. Là, la carte a pleinement son rôle, mais pas sur les calculs. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire globalement sur le GPU, comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous les reposez à la fin ou vous nous contactez. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Damien. Et je vais prendre le relais. Alors du coup, on ne va pas hésiter, François, à rebondir sur ce que je vais dire, parce que là, on va avoir pas mal de références justement à ce que François mentionnait et aux différents tableaux qui vont être à peu près répétés pour différentes cartes graphiques pour vous montrer les problématiques sur certains logiciels. Et on va justement parler des logiciels et de comment ça s'implémente et de quelles sont les contraintes, parce que du coup, François vous a mentionné plein de spécificités, mais tous les logiciels ne fonctionnent pas de la même manière et donc ils n'ont pas tous la même contrainte primordiale. Bon, quelles sont les méthodes numériques du coup qu'on utilise dans les outils ANSYS? Donc on va avoir essentiellement en mécanique et en électromagnétisme des éléments finis. Alors en numérical, on va avoir FDTD qui va fonctionner plutôt avec des différences finies. On a des volumes finis pour tout ce qui va être fluide. On va avoir des méthodes à particules. Ça va être plutôt du ROCI, de la DEM ou du SPH. Pour les spécialistes fluidiques, on va dire, et du tir de rayon. Donc ça va plutôt être en optique avec SPEOS. Donc ces différentes méthodes, elles ont des problématiques qui leur sont propres et qui vont faire qu'elles n'ont pas la même demande pour l'ordinateur. Disons que par exemple, une carte graphique, au départ, c'était quand même constitué pour faire du rendu, pour faire du jeu vidéo, et du coup, c'était plutôt axé tir de rayon. Et on verra que sur les tirs de rayon, ça marche super bien, mais parce que de base, c'est fait pour. Et on verra qu'il y a un changement qui est assez fort dans les structures de cartes graphiques, notamment avec des mémoires qui augmentent petit à petit, qui sont liées notamment à une grosse demande côté IA, et qui font qu'on a besoin de plus de mémoire. Et par contre, cet accès à la mémoire, il est aussi hyper intéressant pour d'autres méthodes qu'on va voir maintenant. Donc, dans les différentes méthodes numériques, on va avoir les éléments finis qui ont des spécificités. Donc, notamment, on va calculer au nœud, qui sont les sommets des cellules. Donc, il y a vite énormément de nœuds dans un maillage mécanique. On va avoir des matrices qui peuvent être très grosses et qui ont notamment un côté très dense
quand on passe par exemple en quadratique, donc ce qui va faire qu'on va avoir des matrices compliquées à inverser. Alors, on a des systèmes qui peuvent être souvent assez linéaires, notamment en mécanique, qui font que des solvers, par exemple, directs, vont permettre d'inverser la matrice un peu comme un bourrin, j'ai envie de dire, directement, plutôt que de faire des itérations. Sauf que inverser la matrice comme ça, bah, ça demande de pouvoir avoir tous les éléments de la matrice stockés, et donc du coup d'une RAM qui va être assez conséquente. En fluide, on va fonctionner avec des volumes finis. Alors les volumes finis, c'est un petit peu différent. On va avoir des flux qui vont être calculés d'une maille à l'autre. Alors bien sûr, on n'a pas forcément que l'influence de la voisine, mais dans les formations les plus basiques, par exemple, on prend la voisine, on regarde le flux qui traverse, et on va faire des volumes finis, donc regarder la variation à l'intérieur en fonction des flux qui traversent. Alors déjà, en volume fini, par exemple, quand on fonctionne en Fluent, pas en CFX, mais en Fluent, on est cell-centered, c'est-à-dire que les valeurs, on les stocke au centre des mailles. Ce qui fait que chaque maille a un seul centre, donc une seule valeur à stocker. Enfin, une seule pelletée de valeurs, mais un seul point à stocker. Ce qui fait qu'on va avoir des matrices qui vont être beaucoup plus petites, avec beaucoup moins de densité, et donc du coup, ces matrices-là, elles vont être plus faciles à résoudre, entre guillemets. Donc on va faire souvent de l'itératif en Fluent, et on verra un petit peu comment ça marche, parce que selon le système qu'on utilise pour résoudre, ça ne marche pas forcément de la même manière. On a des méthodes à particules. Alors, les méthodes à particules, on va avoir soit de la DEM, soit de la SPH. Donc là, je vous ai mis un petit cas de SPH en vidéo. C'est de la résolution fluide avec des méthodes à particules qui vont interagir avec un rayon d'interaction et qui vont résoudre la seconde loi de Newton, donc sur le fluide, des équations fluides en lagrangien, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que les billes vont interagir avec leurs voisines, mais elles ne vont pas interagir avec la totalité d'une matrice. Elles vont avoir une vie qui va être assez indépendante des autres, et donc du coup, ça donne des choses qui sont assez scalables. Alors, bien sûr, elles ont quand même une interaction, donc elles ont quand même besoin de communiquer de l'information entre elles, ce qui va faire que, en communiquant des positions ou des choses comme ça, on va consommer un peu de RAM. Mais on en consomme quand même considérablement moins que sur une méthode maillée. Et on va être beaucoup plus scalable, beaucoup plus parallélisable dans ce cas-là. Et ensuite, la dernière méthode dont on peut parler, c'est le tir de rayon. Donc là, ce que je vous disais, c'est pour ça qu'a été créé les cartes graphiques au départ. On reste sur quelque chose où chaque rayon va vivre sa vie, interagir avec des surfaces, donc il va quand même avoir de l'interaction, mais on a juste besoin de connaître les surfaces de notre géométrie, et après le rayon va suivre sa vie, et le rayon d'à côté, s'il vit une vie différente, on s'en fiche, ils vont jamais interagir. Ce qui fait qu'on n'a quasiment pas de consommation de RAM, et donc on aura rarement des goulots d'étranglement là-dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en élément fini, donc quand on va être sur du HFSS, du Maxwell, de l'acoustique, du LS-DINA, du mechanical, en élément fini, on va avoir des matrices qui sont denses, fortement peuplées et qui sont assez grosses. Donc, on va avoir une consommation de RAM très élevée. On en avait parlé dans le webinaire hardware, justement. C'est des cas où la parallélisation va un peu moins bien marcher, où on va avoir des goulots d'étranglement qui vont être plutôt sur la capacité de RAM ou sur le débit vers la RAM. Quand on va être en différence finie, on va avoir un peu les mêmes problématiques qu'en volume fini au centre. C'est qu'on va être surtout sur des matrices qui sont sparses, qui sont assez peu peuplées, et donc moins consommées de RAM. Vu qu'on consomme moins de RAM, le goulot d'étranglement, il va plutôt être sur la capacité à débiter des données, ou alors la capacité à transiter les données qu'on débite jusqu'à la RAM. Parce que certes, la RAM, elle ne va pas être bloquante, rarement. On verra qu'en GPU, justement, elle va être bloquante, parce que les RAM sont beaucoup plus petites. Mais dans l'idée, c'est souvent le débit qui nous bloquait en CPU, parce que plus on va augmenter notre capacité à débiter de la donnée, plus il faut la débiter jusqu'à la RAM. Donc, il faut que le tuyau soit plus gros. Si on augmente la pompe, il faut que le tuyau grossisse. Les méthodes à particules, justement, elles vont être un peu intermédiaires. Donc, on va avoir quelque chose qui va consommer sensiblement moins de RAM que les méthodes maillées classiques. Par contre, on va quand même avoir une consommation, selon les types de particules qu'on fait. On en reparlera notamment pour la DEM. Et donc, ça va nous consommer un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même facilement soluble en GPU. On va avoir des consommations de RAM beaucoup plus faibles et très, très scalables. Les tirs de rayon, aucun problème, c'est ultra scalable, c'est linéaire. Si on met 2 cœurs, on va 2 fois plus vite que si on en met 1. Si on en met 4, on est 4 fois plus vite que si on en met 1, etc. etc. C'est ultra scalable. Donc l'idée, c'est que je vous ai fait un petit graphique qui vaut ce qu'il vaut, c'est à vue d'œil, mais en gros, plus on a besoin de RAM, moins on est scalable en général. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de liens entre les différentes parties de notre matrice, et donc du coup, ça va être plus consommateur de le paralléliser. Parce que si on parallélise, ça veut dire que chaque cœur va être obligé de résoudre une tâche où il va devoir demander énormément d'informations à ses voisins.
ce qui va faire beaucoup de transit vers la RAM, ce qui va faire une consommation de RAM qui est d'autant plus grande. Vous pouvez le voir en mécanique, plus vous augmentez le nombre de cœurs, plus vous augmentez la RAM consommée, en général. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez problématique. Donc là, on est sur un cas où l'accélération GPU est possible. Le solver GPU va être extrêmement complexe en éléments finis implicites. En différence finie, volume fini, le calcul GPU est possible. On va en parler, il y a des solvers GPU. Et pour les particules ou pour le tir de rayon, le calcul GPU est dit indispensable dans le sens où lancer sur CPU, c'est se tirer une balle dans le pied. Très clairement. Donc, on peut passer derrière sur comment ça fonctionne dans les logiciels. Donc, dans les logiciels, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir donc 3 cas de figure, hein, comme identifié sur le graphique d'avant. On va voir le cas de l'accélération GPU. Donc là, ça va être sur la mécanique, essentiellement, sur Mechanical. Pour ceux que ça intéresse, on va en discuter un petit peu. On va voir des solvers GPU qui sont sur des méthodes discrètes, type FDTD sur le Miracle ou ANSYS Fluent. Et après, on va avoir des solvers GPU qui sont, on va dire, préconisés. Disons que les deux de droite, c'est des solvers GPU. C'est juste qu'il y en a un où le solver GPU est une option, l'autre, le solver GPU n'est pas une option, c'est quasi obligatoire. Ça va être sur Rookie, FreeFlow ou Speos. Alors, on va commencer par le premier cas, hein, l'accélération GPU, qui est le cas peut-être un peu moins concret. C'est-à-dire que prendre un solver et le résoudre sur GPU, et le transférer en GPU, disons que c'est le même solver, c'est juste qu'on a différents paradigmes, c'est compliqué de mettre la parallélisation en place, mais on peut facilement intégrer le fait que, bon, bah, en gros, on prend comme un cœur, mais on le résout sur le GPU, c'est pareil. L'accélération, ça veut dire qu'on combine les deux. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Notamment, ce que fait ANSYS dans Mechanical sur le solver direct. Attention, l'accélération GPU, c'est préconisé sur le solver direct, éventuellement sur le solver mixte, mais sur le solver itératif, vous n'aurez pas des bons résultats. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce que fait sur le solver direct ANSYS Mechanical, c'est qu'il prend votre matrice, il la coupe en sous-matrices, qui recoupe en sous-matrices, qui recoupe en sous-matrices, ainsi de suite, un peu poupée russe, pour obtenir des petites matrices inversables, toutes inversables. Ces petites matrices, il les inverse, il résout le système, et il les recombine derrière. Ce qui va se passer, c'est que ces sous-matrices, une fois qu'on découpe notre matrice, il y a des sous-matrices qui potentiellement auront des zéros partout, et des qui auront des chiffres de partout. Et ça, on va appeler ça le nombre de fronts. Ces nombres de fronts, il peut être extrêmement variable. Ce que je vous conseille, c'est de suivre un petit peu sur le Learning Hub. Je sais que ANSYS est en train de travailler sur une petite formation sur l'accélération GPU dans Mechanical. Donc, ce que ça va vous permettre, ça va être de sous-traiter un peu du travail à la GPU. Donc, on appelle ça le offloading. En fait, le principe, c'est que quand on va découper notre matrice en plein de sous-matrices, ces sous-matrices, il y en a qui vont être extrêmement denses, d'autres faiblement denses. Donc, il y en a qui vont lui prendre 0 temps à inverser et d'autres qui vont lui prendre beaucoup de temps. Sauf que Mechanical, il ne fonctionne pas en disant je distribue par densité. Il distribue par nombre de blocs. C'est-à-dire qu'un CPU, on va lui dire bah, toi tu prends 10 blocs, toi tu prends 10 blocs, toi tu prends 10 blocs, toi tu prends 10 blocs. S'il y en a un qui prend 10 blocs extrêmement denses et que l'autre prend 10 blocs vides, bah, du coup on va passer notre temps à attendre celui qui a 10 blocs extrêmement denses. Le truc, c'est que ces blocs denses, eh ben, avec le offloading, on est capable de dire ça c'est dense, c'est compliqué à résoudre, ça prend du temps et beaucoup d'opérations. Et ces tâches qui demandent beaucoup d'opérations, on peut les demander de les envoyer sur le GPU. Comme ça, le GPU résout vite ces matrices-là qui normalement nous prennent du temps, et il les renvoie au CPU qui remonte tout, et hop, qui nous donne le résultat. Le truc étant qu'il faut une grosse variation. C'est-à-dire que si j'envoie une grosse matrice au GPU, mais que j'en ai une autre à côté qui est très grosse et qui est sur le CPU, je vais passer mon temps à attendre le CPU. Si j'ai pas de matrice extrêmement dense, bah, en fait, je vais envoyer des choses au GPU qui va résoudre instantanément, mais les CPU aussi, et en fait, je vais perdre du temps sur le transit, notamment ce que disait François sur la connectique PCI. Si vous n'avez pas les bonnes connectiques, vous n'allez pas avoir le bon débit vers votre GPU, ça ne marchera pas. Donc l'accélération en mécanique, on va avoir des besoins de VRAM qui vont être quand même assez grands. Même si c'est que du offloading, on donne des blocs de sous-matrice, mais la mécanique demande de la RAM. Donc de toute façon, il faudra de la RAM. On va voir une fonctionnalité qui va être disponible qu'en solver direct et mixte, et on a des meilleures performances pour les faibles nombres de cœurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus le cœur a beaucoup de tâches à faire, plus en sous-traité au GPU, ce sera efficace. Si le CPU n'a pas grand-chose à faire, ça ne sert à rien. Donc typiquement, ça va bien marcher sur des très gros modèles à faible nombre de cœurs. Ça va fonctionner sur des modèles qui sont aussi assez linéaires.
Il faut des systèmes linéaires. Si on a des systèmes extrêmement non linéaires, en général, les matrices sont denses de partout. Et même si on sous-traite une partie des matrices denses, il en restera des denses de toute façon. Donc, ça va être assez cas dépendant. Et là, par exemple, c'est un sujet sur lequel on va travailler avec un de mes collègues, Tristan, sur des benchmarks pour essayer de vous proposer une vidéo de spin-off, entre guillemets, qui vous expliquera un petit peu plus des benchmarks de GPU qu'on a pu faire sur Mechanical. Mais gardez ça en tête, c'est Mechanical, n'hésitez pas à tester. Et je vous le dirai à chaque fois, je pense. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de nous, de François. On peut mettre en place une machine que vous pouvez tester pour voir si ça vaut le coup. Si ça ne vaut pas le coup, on arrête, rideau. Si ça vaut le coup, par contre, ça peut valoir le coup de tester avant, pour savoir si vos modèles sont éligibles, entre guillemets. On va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est le cas où on a un solver GPU complet sur des méthodes discrètes. Alors, la clé dans ces cas-là, ça va être la VRAM. La VRAM, ça va vraiment être le cœur du truc. C'est-à-dire que Fluent, comme FDTD, vous allez retrouver des benchmarks. Là, c'est des benchmarks ANSYS que je vous mets ici. Hein. Donc, il y en a un pour Fluent ici. Et puis ici, on va en avoir un pour FDTD. Dans les deux cas, on voit qu'ici, on a des accélérations quand on commence à cumuler les GPU. Donc, avec une A100, c'est la première barre là, on est à 5 fois en termes d'accélération. Quand on va passer sur 2 à 100, on va être à 10 fois, etc., etc. Et on peut avoir des valeurs qui peuvent grandir et devenir stratosphériques. Et souvent, les benchmarks, justement, qui vous sont mentionnés en 6, qui sont de ce type-là, bah, ça va toujours être focus sur les cas qui vont bien et sur tout ce qui va bien. Et les architectures sont faites pour. Je veux dire, moi, le jour où je peux fonctionner avec 8 à 100, c'est pas tout de suite. C'est un sacré budget. FDTD, dans ce cas-là aussi, on va avoir des cas où on va pouvoir avoir des x9 en termes d'accélération, sur un cas assez simple. Donc, ça, c'est des cas qui marchent bien. Il y a des cas qui marchent bien et des cas qui marchent moins bien. Il y a des choses à faire attention, et notamment, une des choses primordiales, c'est la VRAM. Et deuxième chose primordiale, ça va être la précision. Comme le mentionnait François, simple précision, double précision. Toutes les cartes graphiques n'ont pas les mêmes capacités, tous les calculs n'ont pas les mêmes demandes. Dans Fluent, on peut choisir simple ou double. Simple ou double. Si vous me laissez vos calculs en double en faisant pas gaffe, qui est le paramètre par défaut, et que vous avez une GPU qui ne le supporte pas, typiquement, nous, au bureau, on a une 4000 ADA qui fonctionne très bien en simple précision. Par contre, en double précision, c'est sûr, c'est pas la même chose. Elle n'est pas faite pour. Donc, il faut faire très attention à la consommation de RAM. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'hésitez pas à tester, voir combien de RAM consomment vos modèles et vous dire qu'il faut prendre un petit peu plus de marge. Ce qu'on disait, c'est plus on parallélise, plus il y a quand même on fait des petits blocs et puis chaque bloc doit communiquer avec les cellules voisines qui sont stockées sur un autre bloc. Et du coup, cette communication, elle demande de la RAM. Plus on va découper des blocs, plus on va avoir des communications entre les différents blocs, pour vulgariser simplement. Donc, plus on va avoir à consommer de la RAM. Donc, prenez un petit peu de marge, parce qu'en général, on va un tout petit peu plus consommer en GPU qu'en CPU. Ouais, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un GPU, il est défini avec une quantité de VRAM quand vous l'achetez, et ça n'est pas évolutif, contrairement à un ordinateur sur lequel vous pouvez remplacer de la RAM, rajouter de la RAM en fonction des canaux mémoire et des emplacements slots disponibles. Sur une carte graphique, elle est figée. Hein. Une fois que vous l'avez achetée, elle a 48 Go, elle aura toujours 48 Go. Après, il faut changer le GPU. Et donc après, il faut se poser des questions. Ça sera toujours une question de compromis. Je veux dire, si vous mettez 8 H100 ensemble, c'est super, vous pourrez tout faire passer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question à se poser, mais il faut avoir le budget. Donc, pour ces compromis-là, quand vous voulez faire une architecture pour vous, pour vos locaux, pour vos ordinateurs, il va falloir réfléchir à différentes questions, notamment essayer de voir si la réduction de RAM est possible. Typiquement, il y a souvent, ou par défaut, on fonctionne en solver coupled, en Fluent. Le solver coupled, il consomme une grosse partie de RAM et il fonctionne beaucoup moins bien. Si on passe en simple, donc en segregated, donc en algorithme qui va juste résoudre par bloc les différentes variables, là, on a une efficacité qui est beaucoup plus grande en termes de résolution, en général. Si on peut passer en simple précision, on va grandement réduire la RAM, en plus de passer potentiellement sur une précision que la GPU supporte. C'est un peu double peine, la double précision. Je rajoute de la RAM et en plus, ma GPU, à tout moment, elle n'est pas capable de le supporter. Donc là, il faut faire attention à ça. Voilà. Quantifier ça et tester. Voilà. Nous, encore une fois, on est là. Si vous voulez faire un test sur un de vos logiciels,
on vous met une licence sur une machine Frasys qui est montée spécialement, on fait un petit test pour voir si sur des cartes graphiques, par exemple, de grande distribution classique, ça fonctionne. C'est assez facile à faire. C'est sûr que si vous nous demandez de faire une infrastructure avec 8H100, bon, on ne va pas faire le test nous tout de suite. Mais si vous avez, par exemple, des questions sur est-ce que je m'équipe avec on verra des modèles, typiquement la 6000 Blackwell, ça peut valoir le coup de tester sur une machine qui est montée spécialement. Si ça vaut le coup, hop, vous prenez une machine derrière. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'abord de double précision? Donc, la première question que j'ai mis là-haut. On voit là les single precision performance, double precision performance sur des workstations. Typiquement, les cartes graphiques que vous pouvez avoir dans votre workstation. Donc, la 4000. Alors, j'ai mis les toutes dernières générations, les Blackwell, qui sont en 2025. Dans le tableau de François de tout à l'heure, c'était les ADA, donc la génération d'avant. Oui, parce que les Blackwell viennent de sortir, elles ne sont pas encore forcément très disponibles en termes d'approvisionnement, donc c'est vrai que j'avais laissé la ADA, qui est la génération juste avant, qui est très bien aussi, mais voilà, ça donne des ordres de grandeur. Comme ça vous permettra de comparer aussi les tableaux entre les deux versions. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, les versions desktop, donc les versions workstation, les teraflops, ça va vous donner la capacité à faire des opérations floating point par seconde. Donc, c'est vraiment la capacité à faire du calcul par seconde, la puissance de calcul brut. Cette puissance de calcul brut, on peut voir qu'en simple précision, sur la 4000, qui est une entrée de gamme en termes de prix, elle est à 46,9. Elle est quasiment aussi bonne que sur une version serveur qui coûte 10 voire 20 fois plus. Par contre, double précision, là, on est à 0,7. On est mauvais. Okay, vous ne pouvez pas fonctionner en double précision avec une 4000 Blackwell correctement. Vous pouvez le faire tourner. Oui, après, c'est qu'une question de temps qu'on s'alloue pour faire les calculs. Si vous êtes à un temps non limité, ce n'est pas un sujet. Évidemment, le rapport économique sera en faveur de la 4000 Blackwell. Mais si vous avez une problématique de temps d'exécution, il n'y a pas 1 million de solutions. Il faut aller chercher une carte qui aura une exécution rapide en double précision. Ouais. Et donc, du coup, pareil pour la 6000 Blackwell, on voit que c'est une carte qui a une performance assez extraordinaire en simple précision. Par contre, double précision, elle n'est pas très bonne. Donc là, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez vous permettre, ce que vous pouvez vous permettre. Des calculs fluents, dans pas mal de cas, c'est raisonnable de les faire en simple précision. Si vous avez une majorité de vos cas qui passent en simple précision sans grand problème, sans avoir des résultats aberrants, si on fait tout le temps de la double précision par habitude, quasiment en CFD, n'hésitez pas à faire des calculs en simple précision, voir si la différence est grande. Si vous voyez que vous avez une différence marginale, vous n'allez pas béner votre CPU d'un coup. Donc, si vous avez besoin ponctuellement de faire du calcul double précision, votre CPU il sera toujours là. Mais c'est juste que pour vous équiper de la GPU, faites attention à ça. Est-ce que je suis capable de faire du simple précision et que ça me permette de gagner du temps ou pas? Ensuite, est-ce que je tiens sur ma RAM? Gros problème. C'est-à-dire que oui, alors simple précision, ça me suffit. Par contre, si niveau RAM, je suis incapable de faire tenir mon problème, ça ne va pas m'arranger. Typiquement, j'ai fait quelques benchmarks pour pas mal de personnes. Il y a des cas où ça marche super bien parce que ça tient, des cas où ça ne tient pas du tout. Et là, du coup, il faut se poser la question. Donc, les questions, quand ça ne tient pas sur la RAM, il y en a deux à se poser. C'est est-ce que je peux me permettre une GPU avec beaucoup plus de RAM? Typiquement, la 6000 Blackwell, on voit que la RAM, elle commence à devenir très, très élevée sur une seule carte. Ou est-ce qu'il faut que j'en mette plusieurs? Et là, on va atteindre un problème, notamment quand François a parlé de connectique, c'est la connectique entre les GPU. Les workstations, les versions workstation, c'est même pas la peine de faire du multi-GPU avec. Alors, juste une précision qui parlera peut-être à certains. Vous avez plusieurs manières d'interconnecter des cartes graphiques entre elles pour tirer parti de cette puissance. Vous avez le système SLI, qui est le plus ancien. Donc, vous mettez deux cartes. La carte mère sait gérer le SLI. Elles sont couplées d'un point de vue logique à travers le SLI. Et du coup, vous avez, si vous prenez deux cartes identiques, vous avez doublé vos nombres de cœurs, puisque vous avez deux cartes. Par contre, la mémoire, elle est ce qu'on appelle en share memory, c'est-à-dire qu'elle est partagée, elle est dupliquée l'une sur l'autre. Donc, vous n'avez qu'une fois la quantité de mémoire, mais deux fois le nombre de cœurs disponibles pour vos calculs. Il y a un autre système qui s'appelle le NVLink, qui était un système qui est arrivé après le SLI. Ce système-là, c'est un pont physique qui permet de connecter, en plus du PCI Express sur la carte mère, les cartes graphiques entre elles. Ce système-là a disparu avec les cartes graphiques ADA, et a fortiori Blackwell. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer que ça n'existe plus. Ça permettait de coupler les deux cartes et de faire comme si elles n'étaient qu'une,
Et donc là, on doublait la mémoire, puisqu'on mettait 2 cartes ensemble, il y avait le double de mémoire et le double de cœur. Ça n'existe plus, NVIDIA a arrêté. Ils ont arrêté probablement pour emmener tout le monde sur les gammes dites Tesla, qui, elles, permettent d'avoir un couplage au niveau des PCI Express et de la synchro, qui permet du coup, quand vous prenez des H200 par exemple, bah, vous pouvez en mettre plusieurs ensemble, et puis vous cumulez du coup l'ensemble de la puissance de ces cartes. Mais ça n'est disponible qu'avec les cartes Tesla, et du coup le prix n'est pas du tout le même, évidemment, dans cette gamme-là. Et après, ça va aussi dépendre un petit peu du logiciel. Par exemple, j'en ai discuté, alors il faudra en rediscuter et voir des benchmarks. Ceux qui font du numérical, par exemple, qui sont intéressés par ces problématiques-là, on peut essayer de faire des tests, notamment avec Steven, avec qui vous devez échanger régulièrement. J'en ai discuté avec Steven qui me disait que visiblement, il est assez capable de se découper son problème sur FDTD, là où Fluent n'est pas capable de découper son problème. C'est-à-dire que Fluent, si je mets deux RTX 4000 Blackwell, j'ai toujours 24 Go de RAM. Alors, j'ai 2 fois plus de capacité de calcul. Mais si mon problème, c'était que ça ne tenait pas sur la RAM, ça ne tiendra toujours pas. Voilà. Et quand ça commence à déborder, en fait, il va tourner. Si ça ne tient pas sur la RAM, ça va tourner, sauf qu'il va écrire sur la RAM du PC. Et donc là, c'est fini en termes d'accélération. C'est même du ralentissement fort, fort, fort. Vous allez introduire des temps de latence évidemment importants et de l'overhead au niveau de la gestion de la machine par ce déport de la carte graphique VRAM vers la RAM. Et du coup, évidemment, c'est contre-productif de l'efficacité. Encore une fois, voilà, on essaie de faire un bilan assez général sur les importances, sur les différents logiciels, les différents paramètres de la carte graphique. Si vous avez des besoins spécifiques sur un logiciel, n'hésitez pas à nous faire signe. On peut tester ensemble, on peut regarder ensemble. On va essayer de faire justement des petites choses pour montrer des benchmarks un peu plus spécifiques à un métier. Je sais que vous, dans l'assemblée, il y a des gens qui font du mechanical, du numérical, du fluent. Vous n'avez pas les mêmes problèmes et justement, on essaie de tous les adresser. Quand on va passer sur du plus en plus scalable, on va passer sur Rocky. Donc le calcul sur Rocky, le GPU, la question ne se pose presque pas. J'ai mis presque en majuscule parce que quand même, attention, il y a quelques petits problèmes. C'est que toute GPU en théorie est bonne à prendre, mais il faut surtout faire attention à la RAM quand on commence à avoir des particules qui sont biscornues. C'est-à-dire que quand je prends une particule sphérique pour Rocky, c'est un point. C'est un point et un rayon. Et quand 2 points sont trop proches, sont à moins de 2 rayons, ben, ça veut dire qu'ils ont impacté. Quand on commence à avoir des polyèdres, un polyèdre, c'est des nœuds sur un STL, et il calcule les positions de tous ces nœuds en fonction du centre de gravité de la particule. Donc là, ça lui demande beaucoup plus d'informations, donc beaucoup plus de RAM. Donc il faut faire un peu attention. Notamment, on va voir que sur un cas avec 16 millions ici de sphères, avec 16 millions de sphères, on va avoir des accélérations qui vont monter jusqu'à 100 fois en speed-up avec 2 cartes graphiques par rapport à un cas à polyèdre où on monte à 77 au grand maximum. Donc là, il faut faire attention à ça, sachant que selon les cartes graphiques, on ne va pas pouvoir forcément tout faire passer. Par exemple, quand on a des polyèdres, on voit qu'ici, il manque une barre jaune. Il manque la barre jaune de la L40. La L40, si elle n'y est pas, c'est parce qu'en fait, il ne tournait pas sur une seule GPU. Il faut faire attention à ça. Rocky est quand même sensiblement capable de découper ces problèmes en termes de RAM aussi. Donc, on peut envisager du multi-GPU, même si ce sera quand même moins performant que sur des serveurs avec des cartes graphiques plus conséquentes. Ouais. Voilà. Tir de rayon, par contre, là, là, on a des cas qui sont. On reste dans ce qui est fait pour, en fait. C'est l'idéal. Le GPU, c'est fait pour. L'objectif, c'est de tourner sur GPU. Là, on a un cas de phare qui est fait par ANSYS où on passe de 32 cœurs à une RTX 4000. Une RTX 4000, c'est pas non plus une très grosse carte graphique. Et ici, hop, ici, là, la 4000, on passe à quasiment x5. Quand on passe sur une RTX 5000 qui est pas A5000, qui est une assez vieille génération et qui n'est pas non plus folle, on passe sur du x7, etc. À droite, c'est un cas de HUD où j'ai fait un rendu pour une formation. Ce cas de HUD, pour faire le rendu, j'ai eu un speed-up de x9 avec une RTX 5000 ADA de laptop. C'est une version laptop, donc c'est même pas une grosse version de workstation. Donc là, il ne faut pas hésiter sur la partie tir de rayon, là, c'est fait pour. On va finir par le licensing, les conclusions et les recommandations. Alors d'abord, je vais vous faire un petit topo licensing parce que c'est vrai que c'est un peu confusant selon les logiciels.
on ne s'y retrouve pas toujours. Donc, je vous explique un petit peu ce dont vous avez besoin en termes de licence ANSYS pour lancer les calculs sur GPU avec ANSYS. Ce n'est pas la même politique sur tous les logiciels parce qu'on l'a vu, ce n'est pas les mêmes performances et les mêmes utilités. Et on ne peut pas avoir le même licensing pour Mechanical où on va juste offloader quelques bouts de matrice et c'est même pas sûr que ça marche à 100% que quand on a un solver qui est complet en GPU. Ça ne fait pas sens. Et donc, du coup, il y a des licensing différents. La version très simple, c'est Mechanical. La version très simple, c'est que l'accélération par offloading, une carte graphique, c'est considéré comme un cœur. Si vous lancez sur 4 cœurs et que vous faites l'accélération GPU, pour Mechanical, vous utiliserez 5 cœurs. Donc, vous aurez besoin de votre petit pack HPC en plus, mais vous allez fonctionner sur un cœur supplémentaire. Si vous fonctionnez sur 3 cœurs, vous rajoutez une carte graphique, ça va faire 4 cœurs, vous êtes encore dans 100 pack HPC. Donc ça, c'est assez simple comme système. Donc, faut tester par contre sur les modèles parce que ça ne marche pas sur tous les modèles. Ça marche que en direct ou en mixte en termes de solver. Et vraiment, tous les modèles ne sont pas éligibles. Donc, c'est pour ça, testez, demandez-nous, on fait des tests, on fait des benchmarks ensemble. Si c'est efficace sur vos types de modèles, tant mieux. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave. On va attendre. Dans quelques années, ce sera peut-être plus efficace. La version compliquée. C'est pour tout ce qui va être Numerical et Fluent. Alors, l'idée, c'est que là, on va avoir une puissance, on a un solver full GPU qui va nous permettre d'accélérer grandement les calculs. Donc, plus on a une GPU puissante, plus on va demander de package PC. Ce qui paraît assez cohérent. Et il y a une métrique qui est utilisée qui s'appelle le SM. Le SM, qui paraît un peu sombre, en fait, c'est les RT Core. Comme François le mentionnait, vous allez le trouver dans la doc NVIDIA. C'est vraiment un truc qui existe, hein, c'est pas un truc magique, c'est juste que Streaming Processor, c'est les Ray Tracing Core. C'est juste que, pour être assez généraliste, on les appelle les SM parce que selon les providers de cartes graphiques, là on reste essentiellement axé NVIDIA, mais si on va sur du AMD ou autre, il peut y avoir des noms qui peuvent être un peu différents selon les cœurs CUDA, etc. Donc voilà. Si vous voulez, donc c'est les RT Core, ou alors vous prenez les cœurs CUDA et vous les divisez par 128. Voilà. Ça marche aussi, ça donne exactement le même résultat. C'est pas le même type de cœur, mais en général, les structures sont assez similaires. Et donc, vous pouvez obtenir votre nombre de SM. Une fois que vous avez votre nombre de SM, vous pouvez savoir combien de packs HPC vous avez besoin. Et c'est pas forcément le même calcul pour Fluent et pour FDTD, pardon, pour Numerical. Donc là, je vous ai mis les petites formules. En gros, on a besoin de 0 pack jusqu'à 40 SM en Fluent, entre 40 et 48 un pack, entre 48 et 72 2 packs, entre 72 et 168 3 packs, etc. etc. Je vous ai mis pareil pour Numerical, les bornes. Et du coup, ce qui nous donne un tableau sur la droite, notamment avec des cartes graphiques nouvelle génération, des équivalents package PC qui sont nécessaires. Alors en Fluent, attention, ANSYS s'est rendu compte que du coup, sur des architectures, notamment en multi-GPU, on commence à chiffrer très très fort en termes de nombre de packages PC et que ça devient plus cohérent. Notamment d'avoir ce logiciel qui est un de ceux qui fonctionne le mieux en GPU, avoir le logiciel qui fonctionne le mieux en GPU et pas pouvoir l'utiliser parce que ça demande 1500 packages PC, ça fait pas sens. Donc il y a une nouvelle licence qui existe qui s'appelle la Enterprise Ultimate, pardon, qui donne toutes les fonctionnalités de la Enterprise, donc le plus haut niveau de licence, avec un non-bridage en HPC. C'est-à-dire que vous pouvez lancer sur autant de cœurs que vous voulez. Sur cette licence-là, ce n'est pas des packages PC. L'intérêt du package PC, c'est de pouvoir distribuer sur les différents logiciels en fonction des besoins. Là, c'est une licence qui vient avec son nombre de cœurs infini, mais par contre, c'est que sur une licence. Pour Fluent et FDTD, du coup, en conclusion, donc maintenant qu'on a vu le licensing, sur les besoins, il faut se poser des questions. Donc les questions, c'est est-ce que j'ai besoin de double précision? Si j'en ai pas besoin, par exemple en Fluent, on peut envisager de passer sur une GPU peu chère de type Workstation, qui va bien fonctionner. Si c'est pas possible, il va falloir passer sur des versions Hopper, Ampere, sur des Tesla, qui sont des GPU qui coûtent plus cher, des GPU type serveur qui sont plus chers. Par contre, qui vous donneront beaucoup plus de possibilités. Donc, double précision, multi-GPU, toutes ces choses-là, ça va aller avec. Deuxième question, c'est est-ce que ma mémoire tient? Combien j'ai besoin de mémoire? Est-ce que ça fait plus de 96 Go, par exemple,
qui est la maximum pour une Blackwell de workstation, où on peut fonctionner en mono GPU. Si j'ai plus de 96 Go, de toute façon, ça veut dire que je serai obligé de passer sur une version en multi-GPU, et donc sur la Sur la version Tesla, mais qui effectivement est à des tarifs très différents. Voilà. Ensuite, il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai dans mon budget. Donc là, pour le coup, si par exemple, je me rends compte que mes modèles sont trop gros et que j'ai besoin de double précision et que ce n'est pas dans mon budget, bah, est-ce que si je fais des tests en simple précision, c'est rédhibitoire? Est-ce que je peux éventuellement réduire la RAM en faisant quelques approximations, quelques simplifications qui peuvent nous permettre d'aller très vite sur des calculs de première approche et éventuellement de faire un calcul de validation sur CPU derrière. C'est pas impossible de combiner les deux. C'est pas parce qu'on passe en GPU que le CPU d'un coup disparaît. De toute façon, ce que disait François, on a besoin d'un CPU compétent pour faire tourner un GPU correct. Donc il faut faire attention à ça quand vous pensez à votre architecture globale. Si vous envisagez du multi-GPU, mais que pour l'instant, dans le budget, vous pouvez faire tenir qu'une seule carte, c'est pas impossible. Par contre, faites attention à l'alimentation et à la capacité de rajouter de la GPU. C'est-à-dire que si j'achète une H100 à l'instant T, il faut que mon alimentation elle soit capable d'alimenter deux H100. Sinon, il n'y en a qu'une qui fonctionne, ça ne marche pas. Ça consomme beaucoup en puissance. C'est l'alimentation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le processeur qui est embarqué Oui. avec le nom de PCI Line qui va bien, et puis c'est le refroidissement global de la machine capable d'accueillir et du coup de dissiper correctement l'énergie, parce que évidemment quand on fait de la double précision, on consomme plus, donc on dissipe plus d'énergie dans l'ensemble de la machine que j'ai prévue initialement. En fait, je trouve qu'une des problèmes de conception, notamment sur le calcul GPU, c'est que le multi-GPU, oui, une carte graphique, ça se branche facilement sur un PC. Ouais. Sauf que brancher et que ça tourne bien, c'est pas pareil. Donc c'est un peu comme les barrettes de RAM, il faut quand même faire gaffe à nos canaux mémoire, il faut faire gaffe à pas mal de choses. C'est pas parce que je rajoute une barrette de mémoire que ça va bien marcher. Si je le fais pas correctement, ça marche pas. Il faut penser à l'architecture globale, qu'elle soit capable d'accueillir ce que vous envisagez aussi après. La version un peu moins compliquée, donc en termes de licensing, ça va être Rocky. Alors Rocky, par défaut, il fonctionne en double précision. Donc ça, c'est aussi pour les conclusions. Les cartes serveurs sont recommandées dans le guide d'achat d'ANSYS. Ça tourne quand même sur les cartes, ça tourne quand même plus vite qu'un CPU sur des cartes qui n'ont pas la double précision performante, on va dire, sur des versions workstation. Mais ça fonctionnera d'autant mieux si vous avez des cartes avec double précision performante. On peut consommer pas mal de RAM si on commence à avoir des STL ou des formes compliquées de dessiner, donc faites un peu attention à ça quand même. Faites des tests pour vérifier la RAM consommée. Voilà, donc en général, on va plutôt être sur du Ampère, du Hopper, du Tesla, sur des gammes de cartes graphiques un peu plus élevées sur Rocky si on veut être vraiment calibré parfaitement. Après, nous, avec notre version Workstation, il y a des calculs Rocky qui tournent quand même plus vite qu'en CPU, ça c'est pas le problème. Mais ça peut valoir le coup d'aller chercher quelque chose au-dessus. Au niveau licence, donc c'est aussi en fonction des SM. C'est juste que les bornes sont différentes vu que c'est quasi indispensable d'avoir du GPU. La borne initiale est plus haute. Et en plus, les packs HPC Rocky, c'est pas exactement les mêmes. Donc pour les personnes qui font du Rocky, s'il y en a, je pense pas qu'il y en ait énormément. Donc si ça vous intéresse, regardez le tableau. Vous aurez les slides après. Voilà, vous pourrez regarder à tête reposée. Pour Speos, il n'y a pas grand-chose à redire, hormis que ça fonctionne en simple précision et du coup, c'est ultra rapide, c'est fait pour, c'est du ray tracing. Le ray tracing, c'est pour ça qu'ont été conçues les cartes graphiques au départ. Donc, c'est vraiment le cas idéal pour faire du GPU. Allez pas forcément mettre un budget monumental dans une H100, ça va va pas vous servir à grand-chose. La 6000 Blackwell ira probablement encore plus vite sur un cas avec qu'une seule GPU. Donc voilà, essayez de pas trop aller chercher haut, c'est pas nécessaire. Il y a besoin d'une seule licence qui s'appelle Optis HPC pour lancer des calculs en GPU. Il n'y a pas de notion de nombre de packs selon la puissance de la carte graphique ni rien, c'est vraiment une licence Optis HPC et ça tourne. Donc ça, c'est le plus simple. Et voilà. Donc essayez de privilégier peut-être le rapport qualité-prix en termes de simple précision et prix pour les cas Speos. Là, il y a moins de questions à se poser. Pour les recommandations, là, on a déjà fini le timing théorique. Pour les recommandations, il y a un petit truc à faire gaffe, c'est l'évolution. Donc, faites attention à ça, prévoyez-le un petit peu, ayez cette notion en tête.
C'est-à-dire que si vous faites all-in sur une carte graphique maintenant, il y a des chances que dans 2-3 ans, elle soit plus forcément à jour. Alors ça dépend, il n'y a pas des révolutions tous les ans, comme on discutait avec François avant. Non, on a souvent, en 2 secondes, on a souvent des réhabillages technologiques qui donnent l'impression d'une nouvelle mouture, et en fait, c'est quasiment l'équivalent de la version précédente. Là, avec l'arrivée des Blackwell, il y a vraiment une grosse évolution, mais ça faisait quelques années qu'on n'en avait pas eu, pour dire les choses. Donc probablement que Blackwell est une grosse évolution et qu'on va encore attendre 1 ou 2 ans facile avant d'avoir vraiment une nouvelle révolution. Par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, c'est comme ça dans le monde dans lequel on vit, l'IA est très consommatrice de puces, et que ces puces sont les mêmes qui vont servir à faire toutes les cartes graphiques. Et donc, conséquence, aujourd'hui, les lead times, c'est-à-dire les délais d'approvisionnement pour avoir des cartes de génération récente, ils sont aujourd'hui assez compliqués. On attend parfois longtemps, notamment les séries Blackwell. Aujourd'hui, c'est difficile de s'en procurer. Ça va arriver. Mais voilà, il faut être conscient qu'il y a des périodes où c'est compliqué, et en général, les fins d'année ne sont pas forcément les meilleures pour s'approvisionner de manière rapide. Du coup, ce que j'ai profité de faire, c'est vous mettre un petit tableau là où il y a la RTX 6000 ADA, qui est la version de 2023, et la Blackwell, qui est de version 2025. C'est en gamme, c'est censé être à peu près l'équivalent, mais il y a eu une petite révolution technologique qui fait que niveau mémoire, on a doublé. Niveau capacité de calcul simple précision, double précision, on a pris 25%. Donc voilà, ça évolue vite, faites attention à ça. On voit surtout que c'est la mémoire qui a été Ouais. le gros Et gros même le focus débit d'évolution. mémoire, là-bas, la Oui, bande passante. c'est associé. On est passé de DDR5 aussi à DDR6 pardon, à DDR7. Ouais. Donc, en conclusion, quelles sont les questions à se poser? C'est quelle est mon utilisation? Est-ce que j'ai besoin de simple ou de double précision? Le prix de la carte graphique peut faire x5, x10, x20 si on passe sur des cartes qui absorbent la double précision facilement. Une RTX Blackwell, elle va avoir des très très bonnes capacités, peut-être même meilleures que sur des versions serveurs, sur des simples précisions, là où en double précision, elle va peiner. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Combien de mémoire j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un multi-GPU? Est-ce que j'en ai pas besoin? Déjà, là, avec ces deux questions-là, vous êtes capable de cerner si vous avez vraiment besoin d'une version Tesla, Ampere, Hopper, ou si une version Workstation plus classique, une RTX, fonctionnera. Si vous avez un cas où la RTX ne fonctionne pas, ne commencez pas à envisager, comme on en a vu quelques-uns, de brancher deux RTX 4000 ensemble. Très mauvaise idée. Hormis cas spécifiques où ça fonctionne bien, normalement, ce n'est pas une bonne idée. Essayez plutôt de privilégier des versions serveurs. Ensuite, on capitalise les ressources. La carte graphique, justement, j'étais en train de travailler sur une autre présentation qui aborde le sujet. La carte graphique, c'est une sorte de clé qui fait sauter un verrou technologique sur la vitesse d'exécution, sur la vitesse de calcul et sur les capacités à faire interagir les outils. Typiquement, Discovery, on n'en a pas parlé là, mais Discovery fonctionne grâce à la carte graphique et ça vous permet, dès les étapes de pré-design, de préconception, de pouvoir avoir une info physique. Oui, c'est pas le solver state of the art, mais par contre, ça reste quelque chose qui peut vous faire de la conception avec sens physique. Et ça vous permet d'interagir plus facilement avec l'équipe calcul, qui a moins de calcul à poser potentiellement, parce qu'on va avoir une interaction un peu plus dynamique. Et derrière, une fois qu'on a déployé, on peut avoir des capteurs, des choses comme ça, qui vont ramener de la data et la traiter avec de l'IA. L'IA, pareil, carte graphique. Donc cette carte graphique, elle peut être capitalisée sur pas mal d'équipes. C'est pas un truc qui va vous servir que pour le calcul fluent. Avoir l'usage aussi, s'il y a la queue tous les jours pour aller pointer sur la carte graphique, c'est embêtant. Mais une version serveur, finalement, quand on voit les budgets qui sont élevés, certes, pour la carte serveur, mais elle peut être pertinente d'avoir deux H100 ou autre. H100, c'est peut-être compliqué de s'approvisionner, mais voilà, c'est compliqué, qui on mais capitalise sur différents services de l'entreprise. Voilà, c'est des questions à se poser aussi. Parler avec les autres services. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une carte graphique. Et penser au futur. Ce qu'on a dit, c'est que ça évolue vite. Donc ça évolue vite, donc il faut pouvoir être en capacité de pouvoir réagir vite sur le changement. Si vous n'avez pas prévu l'alimentation, par exemple, vous avez monté nous on a une RTX 4000 ADA sur notre machine. Si je veux passer sur une 4000 Blackwell, c'est le double de consommation en watts, je ne peux pas la brancher comme ça. Faut l'envisager, il faut le prévoir. Faut le prévoir ou au moins avoir cette idée en tête, le savoir. Faites attention aussi, si vous avez besoin de prévoir
du multi-GPU ou autre. Et éventuellement, je sais que chez vous, vous faites des machines du cloud, Oui. à vous. Voilà, ça peut être une solution parce qu'on sait que les machines, du coup, Frasys, ils vont les maintenir eux-mêmes et les mettre à jour eux-mêmes. Et ça vous évite cette notion de mise à jour et de devoir se mettre à jour à chaque fois sur la carte graphique et de devoir la changer d'alimentation, tout ça. On peut délocaliser, on va dire, ce problème en le laissant à quelqu'un d'autre et on vient pointer sur les machines pour l'utiliser.